effectivement avec plaisir ce matin pour vous parler et pour vous donner surtout envie de découvrir la Slovénie. Alors, on a pris souvent l'habitude d'ailleurs de dire la petite Slovénie. C'est vrai qu'avec seulement 20 000 km², la Slovénie fait partie des petits États de notre Europe et que depuis son indépendance, eh bien, on va d'ailleurs célébrer cette année les 30 ans de cette indépendance. La Slovénie fait finalement peu parler d'elle. Elle est discrète, on la confond d'ailleurs parfois avec la Slovaquie, on a du mal à retenir, à prononcer le nom de sa capitale, voire même à l'écrire. Et enfin, la seule personnalité que l'on peut facilement associer à ce coin d'Europe a quelque peu disparu depuis janvier dernier du devant de la scène médiatique, puisqu'il s'agissait, vous vous en doutez, d'une certaine Melania Trump, l'ex-première dame américaine. Alors, c'est évidemment injuste d'ignorer ou de ne pas savoir où se trouve la Slovénie. Une Slovénie qui a su trouver sa place dans l'Europe communautaire avant toutes les autres républiques de l'ère balkanique. Le niveau de vie des Slovènes de nos jours est supérieur à celui des Grecs, à celui des Portugais. Le tourisme de masse n'a pas tenté la Slovénie comme d'autres pays du pourtour méditerranéen. Et tout ça, c'est un véritable atout. Un plus pour ce pays qui apprécie la nature préservée, pour ceux qui apprécient également ce paysage on va dire de montagne, de ce pays vert aussi avec ses forêts. Mais pour nous d'ailleurs, ce pays vert aura sans doute commencé à se couvrir, à se parer de couleurs d'automne. La Slovénie est une terre de passage, un lien entre les rivages de l'Adriatique et les sommets alpins, entre le monde méditerranéen et celui du Danube. Le patrimoine architectural qu'on va découvrir, vous verrez, il témoigne de ces différentes appartenances entre Venise, il y a des influences de Renaissance italienne, il y a des influences austro-hongroises, il y a beaucoup d'art nouveau. Et avant d'entamer cette balade en Slovénie, je vais faire juste un petit point d'histoire, un petit point de géographie. Alors, les Slovènes appartiennent, vous vous en doutez, à ce groupe qu'on appelle les Slaves du Sud, qui arrivent dans la région à partir du VIe siècle de notre ère. Ils font partie d'abord de l'Empire carolingien au IXe siècle, et puis de l'Empire germanique au XIIe. Ils passent sous la férule des Habsbourg dès le XIIIe siècle, et ils vont rester de loyaux sujets de cette monarchie autrichienne jusqu'au siècle dernier, au point parfois d'être surnommés les Autrichiens de langue slave. Une langue qui a d'ailleurs gardé quelques archaïsmes assez surprenants, amusants, on va dire, parce que dans la grammaire slovène, il y a, en plus du singulier et du pluriel, il y a une particularité, il y a ce qu'on appelle le duel, qui est ce qu'on appelle un pluriel spécifique réservé à deux éléments. On dit un kava, pour le café, on va dire trois kv, mais on dit deux kavi. Donc, ils ont vraiment une forme particulière du pluriel à deux. Une langue slave qui a gardé aussi des déclinaisons, mais ça c'est commun souvent aux langues slaves, comme le croate, mais à la différence du croate, comme le croate, pardon, justement, le slovène s'écrit aussi avec l'alphabet latin. Ça, c'est la différence du serbe. Ils sont d'ailleurs à plus de 90% ces Slovènes catholiques. Et ça, c'est une autre différence avec les Serbes, qui sont eux majoritairement orthodoxes. Alors, toujours par fidélité, les Slovènes envisagent même la création, fidélité avec les Habsbourg. Eh bien, ils envisagent, en 1917, alors c'est un peu tard, mais ils envisagent la création d'un État des Slaves du Sud au sein de l'Empire austro-hongrois, qui est déjà en pleine déliquescence. Alors, lorsqu'évidemment cet empire des Habsbourg s'effondre, eh bien, ils vont intégrer la monarchie des Croates et des Serbes, qui devient, dès 1929, la Yougoslavie. Et comme cela, ils rejoignent cette ère balkanique. Ils sont tirés vers les Balkans. Alors, après les épreuves de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la monarchie devient une fédération des républiques populaires, un État socialiste, vous savez, dirigé par, vous l'avez ici à l'image, le maréchal Tito.
Alors, la fédération survit d'ailleurs à la disparition de Tito, mais la machine va s'enrayer quand les leaders, à la fin des années 80, quand les leaders de chaque république eh bien, remplacent l'idéologie communiste par le nationalisme. Et à Ljubljana, la capitale, on sait que la République slovène, la plus industrialisée des républiques yougoslaves, la plus riche, elle représente un quart des recettes d'exportation de la fédération. Elle fabrique un tiers de ses richesses. Eh bien, on pense qu'on pourrait mieux s'en sortir sans les autres, de façon indépendante. Les leaders slovènes qui sont encore communistes vont faire voter les premières étapes, les premières lois pour une sorte de reconnaître, pour mettre en avant la souveraineté slovène et, par exemple, la reconnaissance de la supériorité des lois slovènes sur celles de la fédération. Mais c'est surtout l'intransigeance du leader serbe, qui est alors à ce moment-là Slobodan Milošević, qui va pousser les Slovènes et les Croates à franchir le Rubicon. Ce Rubicon, il est franchi le 25 juin 1991. Voilà pourquoi on parle des 30 ans cette année. Et les deux républiques vont déclarer leur indépendance. Alors les Slovènes ont, on va dire, deux atouts dans leur manche à ce moment-là. Leur population de 2 millions d'habitants est très homogène. Les minorités ne représentent pas 10% de la population. Il y a très peu de Serbes. Et puis le deuxième atout, c'est que l'Allemagne, à travers l'Autriche aussi, mais l'Allemagne, très influente dans cette région de ce que l'Allemagne appelle la Mitteleuropa, cette Europe centrale, eh bien l'Allemagne va tout faire pour empêcher la guerre, pour empêcher que la guerre ne ravage cette république la plus au nord de l'ex-Yougoslavie, de ce qu'on appellera l'ex-Yougoslavie, et les altercations avec l'armée yougoslave ne dépassent pas 15 jours. Au bout de 15 jours, c'est terminé. Alors, dès lors, les investissements vont affluer. Alors, je vous disais, c'est un pays qui était déjà très industrialisé, mais également dans le tertiaire. Tout ça, le tertiaire va devenir rapidement dominant. Le tourisme, la banque, le commerce vont permettre une forte croissance de l'économie slovène. Le port de Koper, le port du débouché, va justement être un débouché pour les importations autrichiennes, allemandes. Et ces bonnes performances slovènes vont lui permettre de rejoindre l'Union européenne dès 2004. La Croatie va attendre encore presque 10 ans, en 2013, pour rejoindre l'Union européenne. La Slovénie va également adopter la monnaie unique dès 2007 et également l'année suivante, elle va rentrer dans la zone Schengen. Alors, elle va également aider cette Slovénie à intégrer ses voisins, les Balkans, même s'il lui arrive d'avoir des contentieux avec ses voisins, en particulier avec la Croatie. Il y a, c'est ce que montre cette petite carte, vous avez ici à l'image, cette petite carte juste sur en bas à droite de l'image qui montre effectivement la fenêtre d'ouverture sur le littoral adriatique, et c'est vrai que c'est assez réduit, et les Slovènes aimeraient avoir aussi un couloir de passage qui leur permette de rejoindre les eaux internationales. Sans ce couloir, ils sont un peu bloqués par les eaux territoriales italiennes et croates. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à négocier. Ce n'est pas un genre de requête qui passe facilement en droit maritime. Alors, bien sûr, la Slovénie a rencontré aussi des difficultés dans cette transition entre l'économie dirigée et l'économie de marché, en particulier en 2012, où le secteur bancaire a véritablement plongé le pays dans la crise, avec des créances, on dit des créances douteuses. Il y a une sorte d'explosion de la bulle immobilière, et cette catastrophe économique, elle a été, on va dire, limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de placement sous la tutelle, on va dire, de la tutelle financière européenne, la différence de ce qui s'est passé pour, par exemple, la Grèce et pour l'île de Chypre. Donc ça, ils ont évité le pire, nos amis slovènes. En 2015, un autre petit problème en 2015, c'est qu'il y a eu on a eu ces centaines de milliers de réfugiés syriens qui sont passés par ce territoire slovène pour rejoindre l'Allemagne. Alors, ça a été un véritable don du ciel pour les nouveaux populistes slovènes, dans la mouvance d'ailleurs un petit peu de Viktor Orban, donc ces populistes slovènes qui sont arrivés au pouvoir l'an dernier en Slovénie. Alors, avant la parenthèse de la pandémie, la croissance slovène dépassait encore les 3%, avec un chômage qui avait baissé
qui était passé sous la barre de 5%, la Slovénie fait partie des États prospères et paisibles de notre Union. Comment en 2008, cette année, la Slovénie va assurer la présidence tournante du Conseil de l'Europe avec son premier ministre, oui, ici à l'image, qui s'appelle Janez Janša, juste à côté justement de Viktor Orban. Vous voyez qu'avec le masque, on le reconnaît un petit peu difficilement, on dirait presque notre premier ministre, Jean Castex, sans les lunettes. Je l'ai mis avec sans masque, en tout cas pour le reconnaître facilement. Alors, c'est un personnage un peu hors du commun, pardon, ce Premier ministre slovène, parce que c'est un véritable caméléon de la politique slovène. Il a été communiste, social-démocrate, centre-droit, puis maintenant, je vous le disais, il est national-populiste. Il est en guerre en ce moment contre les médias, en particulier, il semble particulièrement hostile aux femmes journalistes, et il ne rechigne pas à utiliser bien la rhétorique d'extrême droite, en particulier dans ce qu'on appelle la twittosphère, d'où ce surnom, vous voyez, sur l'image, on l'appelle le maréchal Twitto. Alors, voilà, je vais passer sur ce personnage et puis on va effectivement revenir à nos moutons et à savoir ce séjour qui commencera au départ de Paris par un vol vers la capitale slovène, donc la capitale Ljubljana. Vous voyez, ce n'est pas toujours évident à prononcer. Ces langues slovènes, ces langues slaves ont des consonnes, on appelle ça des consonnes mouillées. Donc, voilà, il y a 2 J dans ce nom de cette capitale, Ljubljana. Alors, c'est à l'aéroport slovène qu'on retrouvera notre guide local qui nous permettra de rejoindre bien sûr le centre-ville. Après la pause déjeuner, on commencera la visite de cette capitale slovène, une ville de près de 300 000 habitants, dont la légende fait remonter la fondation à un des hauts faits de la mythologie grecque, rien de moins que la conquête de la Toison d'Or. Jason, qui fuit la colère du roi de Colchide, il vient de lui voler cette fameuse Toison d'Or, s'égare à l'embouchure du Danube, il faut bien se représenter sous l'embouchure du Danube, avec ses compagnons et tout aussi célèbre Argonaute, ses compagnons. Il se retrouve, alors ça tient du miracle quand même, sur les flots de la Ljubljanica, c'est-à-dire la rivière qui coule toujours au cœur de Ljubljana. Cette rivière, c'est un sous-affluent du Danube. Le mythe parle de la victoire de Jason sur le dragon et de la fondation donc de la cité par ce même Jason. Alors, dans une version un petit peu moins mythologique, un peu plus historique, on sait que le site est déjà occupé au néolithique. On parle d'ailleurs d'Illyriens, on parle de Celtes, ces Illyriens sont des Celtes, qui par la suite s'installent sur la plaine, sur aussi la colline du château, vous voyez ici à l'image. Alors comme d'habitude, ce sont quand même nos Romains qui vont établir un camp militaire, qui vont créer des liens physiques, avec des routes, des liens commerciaux, avec leurs échanges, des liens culturels, avec l'installation de nouvelles populations. Il s'agit alors d'une colonie qu'on appelle la colonie d'Emona, cette colonie romaine, qui va devenir un carrefour entre reliant, si vous voulez, les routes de la Pannonie, c'est un petit peu la plaine, d'ailleurs occupée de nos jours également par la Croatie, la Pannonie à l'Italie du Nord, de l'Est de l'Europe aux Balkans. Une nouvelle page de la ville est tournée avec l'arrivée des Slaves à partir du VIe siècle. Le nom de la ville va d'ailleurs changer peu à peu. Emona va devenir Leibach, et puis Ljubljana, et de Ljubljana, on ira vers, comme ça là, Ljubljana. Dès la seconde moitié du XIIe siècle, elle est la capitale du duché de Carniole, ça c'est un nom aussi à retenir pour parler de toute cette région, un duché qui va passer 2 siècles plus tard sous l'emprise des Habsbourg. Et au fil de nos programmes dans la ville, on va retrouver justement ces différentes influences. On va retrouver l'art baroque, on va retrouver l'art nouveau, des styles qui sentent aussi bien sûr l'empreinte, la présence de cette Europe centrale, de cette Mittel Europa d'influence autrichienne. Alors, parmi les monuments baroques, voilà cette imposante église des Ursulines. On la doit à un architecte originaire du Frioul qui s'appelle Carlo Martinuzzi. Elle est imposante par cette façade, avec ses colonnes, avec son frontispice qui est assez massif.
et elle est assez représentative, on va dire, du baroque de Ljubljana. Malheureusement, le clocher, alors vous l'apercevez un petit peu en arrière-plan avec la flèche seulement qui dépasse, a été reconstruit. Il y a un tremblement de terre assez important à la fin du XIXe siècle. Au premier plan de cette photographie, alors, vous voyez peut-être une colonne qui se distingue un petit peu. Elle est plus rose, plus dans les tons de rose. Il s'agit de la colonne de la Sainte Trinité. La toute première version de cette colonne était en bois. Elle est remplacée par une colonne de pierre au début du Xe siècle. Elle supporte un ensemble de statues que vous avez ici à l'image. Voilà, donc on doit à un artiste baroque qui s'appelle Francesco Roba, dont on parlera. Et voilà, Francesco Roba, il est aussi l'auteur, je vais en parler tout de suite, Francesco Roba, il est aussi l'auteur d'un des monuments les plus connus de la ville de Ljubljana, c'est-à-dire la fontaine des trois rivières Carniole. Elle date du milieu du XVIIIe siècle et cette fontaine, elle a été inspirée aussi par un autre artiste du baroque, c'est le Bernin, donc un artiste qui a travaillé à Rome et surtout qui a fait cette magnifique fontaine des quatre fleuves. Alors cette fontaine, elle a été rénovée en 2006 et on en a profité aussi pour finalement mettre à l'abri cette très belle sculpture, ce qui représente donc les trois rivières de la Carniole. De nos jours, c'est juste une réplique qui se trouve sur la place, pardon. Il s'agit donc, ces trois hommes représentent, illustrent avec une jarre, eh bien, les trois rivières, donc la Luanica, celle donc, qui coule vraiment donc, dans la capitale. Également, il y a une autre rivière qui s'appelle la Sava. Et la troisième, alors peut-être vous la connaissez, en tout cas de nom, c'est la Krka, cette rivière qui est également connue pour ses célèbres cascades que vous avez peut-être visitées si vous êtes passé par le nord de la Croatie. Au centre de la fontaine est dressé un obélisque qui fait plus de 10 mètres de hauteur, il est en marbre de Carrare. Trois artistes ont travaillé, ce n'est pas les mêmes artistes qui ont travaillé à la fois pour les sculptures, pour l'obélisque et pour la vasque qui est en dessous. Et on a donc, voilà, Roba, surtout, rappelez-vous, c'est Roba qui a créé donc cette très belle sculpture. Et d'ailleurs, on a oublié les deux autres artistes, on parle de la fontaine Roba. Alors, la fontaine fut choisie d'ailleurs comme un symbole, c'est un symbole vraiment de la Slovénie, et vous la retrouvez sur ces billets de la monnaie slovène, cette monnaie qu'on a appelée le tolar. Vous voyez ici ce billet de 5000 dollars slovènes, monnaie qui a circulé comme ça seulement quelques années, entre 93, au moment où la République slovène s'est à nouveau dotée de sa propre monnaie, qu'elle a abandonné la monnaie yougoslave, entre 93 et janvier 2007, jusqu'au moment où l'euro est entré en circulation en Slovénie. Quant à la colonne, alors je reviens effectivement à l'église des Ursulines, et voilà, à nouveau, cette colonne, eh bien, cette colonne face à l'église des Ursulines, je vous disais qu'on doit également à Roba. Au XIXe siècle, on va changer le piédestal de la colonne et les autorités ont eu la bonne idée bien de remplacer également la statue. De nos jours, c'est une copie qu'on voit ici au sommet de cette colonne. La statue est en sécurité au musée de la ville. Et puis, alors, dans les années 30, eh bien, dans les années 30 du XXe siècle, on a aussi déplacé la colonne qui a pris la position, vous voyez, donc en face de l'église des Ursulines. Et cet ultime déménagement, eh bien, on le doit à l'architecte qui a le plus marqué la capitale slovène. Cet architecte, il s'appelle José Plečnik. Alors, je vois que certains arrivent à l'instant. Je pense que Karine va les faire entrer. Alors, le nom de cet architecte, il résonne en fait dans toute la Slovénie et au-delà, puisqu'il a travaillé à Prague, il a travaillé aussi à Vienne, il a travaillé également à Belgrade. En 1986, le Centre Georges Pompidou lui a consacré une exposition donc à Josef Plečnik. Il est né, vous voyez, donc à la fin du XIXe siècle. Son père était menuisier, lui, il aurait aimé être peintre, mais il va suivre un petit peu forcé la voie paternelle.
et il va comme cela, alors je ne sais pas si Karine peut faire entrer une personne qui est en attente, il va donc, non pas forcé un petit peu par l'autorité paternelle, il va devenir dessinateur de meubles à Vienne. Il en profite pour suivre justement des études d'architecture auprès de Otto Wagner, un des pionniers également de l'architecture moderne. Et il va ouvrir, et bien par la suite, il va devenir architecte, il ouvre un cabinet d'architecture. Il est également enseignant à Prague, à Ljubljana. Et à Prague, eh bien, il va travailler, il va par exemple réaménager l'intérieur du château de Prague. Il va construire l'église du Saint-Esprit. Il est lui-même d'ailleurs d'un esprit assez religieux et il considère son travail comme une véritable mission au service du peuple. Il est le véritable modeleur de Ljubljana au début du XXe siècle et on va le voir finalement au travers de la découverte de cette capitale slovène. On va le voir un petit peu partout. Il a touché à quasiment tous les aspects de cette capitale slovène. On lui doit une architecture qui est finalement liée à la nation, au sol slovène, puisant son inspiration, on va dire, dans l'architecture, dans l'art qui s'est développé à Rome, par exemple, mais également jouant sur les matériaux traditionnels, les matériaux plus modernes, utilisés béton, par exemple, et on le compare assez facilement avec un architecte catalan qui est très, très connu, vous connaissez tous, il s'agit de Antonio Gaudí. Il a été, on va dire, aussi créatif sans doute que Gaudí. Alors, justement, au cours de cette visite, on va passer par ce qu'on appelle la place du Congrès. Alors, vous voyez ici le château qui domine cette place du Congrès. Elle est également dominée par des bâtiments, l'ancien bâtiment de l'université. Et cette place du Congrès, eh bien, elle a ce nom parce qu'on a ici eu le congrès très important, dit de la Sainte Alliance, qui s'est tenu comme cela en 1821. Les plus grandes têtes couronnées se retrouvent là pour eh bien, parler, disserter, imaginer l'avenir du continent. Alors, on n'a pas beaucoup de libéraux à ce moment-là, c'est plutôt des conservateurs. On va retrouver l'empereur d'Autriche, on va retrouver le tsar, le roi de Naples, également le chancelier autrichien Metternich, qui est véritable fossoyeur du libéralisme et surtout des mouvements nationaux en Europe. Un siècle plus tard, c'est donc Józef Plečnik qui va œuvrer sur cette place, qui va eh bien, en particulier la recouvrir de ces dalles de béton que vous avez ici à l'image, légèrement inclinées. Cette place va comme cela descendre vers la rivière. Elle est rehaussée de candélabres et puis de bâtiments alors, assez prestigieux. L'église des Ursulines, il a d'ailleurs refait le parvis de cette église. Vous avez ici à l'image également la Philharmonie, c'est le bâtiment, on va dire, dans les tons de chaude. Je vais vous faire apparaître à nouveau ici à l'image, voilà, en plus gros plan, ce bâtiment qui abrite l'orchestre philharmonique slovène, fondé au tout début du XVIIIe siècle. C'est une vénérable, une ancienne institution dans laquelle eh bien, de grands compositeurs ont été membres de cette institution. Alors, on peut citer Haydn, Paganini, Brahms, Beethoven également, qui a offert une copie de sa 4e symphonie, une copie signée à cette vénérable institution. Wagner, Gustav Mahler, a également dirigé l'orchestre pendant une saison en tant que ce qu'on appelle un chef attitré. Et puis, cette vénérable institution va fusionner au début du XXe siècle avec la Société de la musique et créer justement ce qu'on appelle l'Orchestre philharmonique slovène. Bon, il ne va pas durer très longtemps, encore 5 ans, il va renaître seulement après la Seconde Guerre mondiale en 1947. L'orchestre participe, cet orchestre de nos jours encore, participe à la diffusion de la culture slovène dans le monde. Ils organisent des concerts, quand c'est possible, en Europe, aux États-Unis. Et parmi ces autres, eh bien, il y a on va dire des chefs visiteurs comme Carlos Kleiber, Riccardo Muti, Zubin Mehta. Et alors, plus près de nous, il y a eu un chef qui commence bien à qui fait parler de lui, il s'appelle Philipp von Steinecker, qui est un chef tout à fait connu de nos jours, qui a dirigé l'orchestre en 2019. Alors, quant à l'édifice que vous avez à l'image, eh bien, il date, lui, du XIXe siècle, élevé sur un ancien théâtre plus ancien, au XVIIIe siècle, qui avait été construit à l'occasion de la visite de l'empereur Joseph II. Ce théâtre il a été malheureusement détruit en 1887. Alors, c'est un architecte qui s'appelle Adolf Graz qui a
remporté le concours et qui a donc eh bien, organisé la reconstruction et la construction de ce bâtiment de remplacement avec une façade, on appelle ça une façade néo-renaissance, avec des angles, vous voyez ici, arrondis, ce qui était la caractéristique des théâtres de l'époque. Le bâtiment a été modifié, notamment il a été agrandi dans sa partie arrière, encore par Plechnik. Il a surtout été rénové au tout début des années 2000. Alors on passera également par un autre endroit culturel très important à Ljubljana, c'est ce qu'on appelle le complexe culturel de Križanke. Vous voyez ici ce bâtiment, alors on a du mal à se rendre compte, mais c'est en fait un théâtre d'extérieur. Il est utilisé l'été pour l'organisation de festivals. On est à 2 minutes de la place de la Révolution française. Il s'agit de la cour d'un ancien monastère, c'est le monastère de la Sainte-Croix. Et vous devinez sans doute que, eh bien, on doit le réaménagement à Plechnik. Évidemment, suite à la confiscation du monastère, il a été confisqué en 1945, les autorités de la ville vont lui confier en 1952 l'avenir de ce bâtiment qui était à l'abandon. Plechnik va installer là le festival de Ljubljana, également une école secondaire du design et de la photographie. Depuis, eh bien là, on organise régulièrement des concerts, donc des concerts de musique classique, mais des concerts de jazz, de rock également. Le bâtiment a suivi au fil des années des restaurations qui ont fait réapparaître, eh bien, sous les ajouts de la Renaissance et du baroque, les fresques, des détails de la période gothique. Ce monastère de l'ordre des chevaliers teutoniques, date sans doute du début du XIIIe siècle. Alors, il avait subi quand même pas mal de modifications à la suite de dégâts, suite au séisme. Il y a eu un séisme important au début du XVIe siècle. On l'a reconstruit à la fin du XVIe siècle et on l'a reconstruit également au XVIIIe siècle. Alors, à quelques pas du centre culturel se trouve, je viens de vous le citer, la place de la Révolution française, avec cette colonne, c'est massif, qui s'appelle la colonne illyrienne. La place est antérieure à ce monument, puisque c'était la place Krasniki, du nom d'un chevalier teutonique, sans doute l'un de ceux qui avaient fondé le monastère. Le réaménagement de la place, c'est encore une œuvre majeure de Joseph Plečnik. Et au centre de cette place, eh bien, il y a ce monument dédié à Napoléon, avec un visage en bronze et évidemment un visage qui représente les provinces illyriennes. La figure de l'empereur eh bien, veille sur les cendres de l'un de ses braves morts au champ d'honneur en 1813, combattant l'Autriche. Voilà un monument donc en l'honneur de la période napoléonienne de cette région. Et puis on arrivera enfin dans un quartier qui, lui, là encore, on le doit à Joseph Plečnik, mais qui est, on va dire, l'un des quartiers symboles, un petit peu l'image de carte postale de Ljubljana, c'est ce quartier dit des Trois Ponts. Alors, on peut facilement comprendre. 1, 2, 3, oui. Merci, voilà, vous avez compté comme moi. Donc, on ne va pas couper le micro. Trois ponts. Depuis le XIIIe siècle, eh bien, c'est le pont central qu'il faut regarder. On avait effectivement un pont de bois qui permettait de franchir la rivière. Il a été détruit par un incendie et reconstruit au XIXe siècle. Et le pont que vous avez sous les yeux, eh bien, ne date que, on va dire, de la première moitié du XIXe siècle. C'est un architecte italien qui l'avait construit, qui l'avait imaginé, Giovanni Pico. Et on l'appelait aussi le pont Franz, ce pont du milieu, puisqu'il avait été élevé en l'honneur de l'archiduc François-Charles d'Autriche. À la fin des années 1920, il faut dire que le pont n'était pas en très très bon état et on pensait à ce moment-là le détruire. Pour la bonne et simple raison, c'est que le trafic routier commençait à augmenter et que ce pont était une sorte de goulet d'étranglement de la circulation. Alors, Joseph Plečnik arrive avec une bonne idée. Plutôt que de détruire le pont, on le conserve, on le restaure d'ailleurs, et puis on va lui flanquer deux ponts piétonniers de chaque côté, deux ponts qui vont s'inspirer du style vénitien, qu'on aime bien dans cette ville et qu'il aime bien également. Et voilà, le tout est fini en 1932. En arrière-plan, vous avez une très belle église qui est l'église franciscaine de l'Annonciation. Là aussi, un bel exemple du baroque local. Alors, pour continuer notre découverte de Ljubljana, eh bien, on va prendre un petit peu de hauteur et on va rejoindre le château.
Depuis 2006, la municipalité a eu la bonne idée d'installer la dernière infrastructure pour rejoindre ce quartier le plus ancien de la capitale. Compte tenu de l'escarpement également, hein, cette colline qui était dominée par le château, de la volonté de préserver les espaces verts sur les flancs de la colline, eh bien, on a opté pour ce qui était le moins perturbant pour l'environnement, cette saignée, hein, tout à fait verticale avec ce funiculaire. Un funiculaire qui est un véritable succès touristique. Il y a eu plus de 4 millions de personnes qui l'ont, comme cela, utilisé entre 2006 et 2019. Et comme ça, ça permet de rejoindre le château. Alors, c'est une vieille idée, hein, ça ne date pas quand même d'hier. Le maire de la ville de Ljubljana avait eu l'idée et avait soumis l'idée d'un ascenseur aux autorités austro-hongroises, ce qui veut dire que c'était en 1896. Alors, voilà, on n'a pas fait un ascenseur, on a fait donc ce funiculaire qui monte très très vite, il faut moins de 2 minutes. Et il faut en profiter bien pour regarder un petit peu justement les vestiges de la muraille médiévale, la forteresse médiévale qui a donc précédé le château actuel, qui a été détruit d'ailleurs en partie au XIVe siècle, dès l'entrée du duché de Carniole, comme cela, dans l'empire des Habsbourg. Le château, construit à la fin du XVe siècle, sert à la fois de protection contre les invasions ottomanes, mais également contre les révoltes paysannes. Ces fonctions vont évoluer au siècle suivant, au pluriel, on va dire. Il devient tour à tour, ce château, un arsenal, il va devenir un hôpital militaire, une prison, également jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Ljubljana va racheter ce château au début du XXe siècle et a commencé, on va dire, la restauration, la rénovation du château seulement à partir des années 60. Et alors, bien sûr, quand on aura pris un petit peu de hauteur, eh bien, on aura une très belle vue sur le reste de la ville, sur également on va dire les espaces verts, hein, qui entourent cette ville de Ljubljana. Et également, on peut apercevoir la rivière de la Ljubljanica. Et cette rivière, eh bien, c'est finalement l'endroit qu'on va également découvrir, puisqu'on fera une petite balade sous la Ljubljanica avec ce très joli bateau en bois. C'est l'un des seuls bateaux en bois qu'on peut utiliser sur cette rivière. Et on pourra, comme cela, eh bien, apercevoir, comprendre cette ville sous un autre angle. Cette rivière, qui est une petite rivière, hein, la Ljubljanica, elle fait une quarantaine de kilomètres. La moitié de son parcours, c'est à travers des grottes. D'ailleurs, elle change de nom à chaque fois qu'elle passe dans une grotte. Et elle va finir par rejoindre la Save ou Sava, et puis cette Sava qui, elle, va rejoindre, donc je disais, le Danube. Donc c'est un sous-affluent du Danube. Alors, une fois notre programme de visite achevé, eh bien, on va quitter cette capitale de la Slovénie pour rejoindre la ville de Bled, à une cinquantaine de kilomètres. Je l'ai mis ici, vous voyez, avec un trait rouge. Donc, on va rejoindre Ljubljana et on va un petit peu vers le nord-ouest pour rejoindre à une cinquantaine de kilomètres la ville de Bled. On va y passer comme cela les 3 nuits suivantes, puisque ça sera notre point hein, de ralliement, notre base de découverte pour les jours suivants, ce qui nous permettra eh bien, de rejoindre à la fois le littoral slovène, vous voyez ici à l'image, mais également la région du Kars, qui est cette région calcaire entre la capitale et la frontière italienne. Dès le lendemain, on va bien sûr continuer ce programme. On va rejoindre justement ce littoral slovène, cette petite fenêtre hein, sur l'Adriatique, une fenêtre d'une cinquantaine de kilomètres. Il y a un port principal, hein, c'est le port de Koper. Nous, on va aller voir quelque chose un peu plus joli que le port de Koper. C'est le village côtier de Piran. Vous allez voir ici, alors à l'image. D'abord, avant d'arriver à Piran, on va on va faire escale dans un petit village qui s'appelle Assovoye. Et ce petit village, il est à l'extérieur du village. Il y a cette église romane qui est absolument magnifique. Vous voyez qu'elle est entourée de vignes. Cette église romane, c'est l'église de la Sainte Trinité. Cette église, elle est absolument très intéressante parce que vous voyez qu'elle est entourée, on voit très bien à l'image, elle est entourée de hauts murs, hein, ils font presque 8 mètres de hauteur. L'église a sans doute été construite à la fin du XVe siècle. Alors là, on va appeler ça un roman assez tardif, puisque voilà, c'est quand même le XVe siècle. Les murs, eux, qui entourent, qui vont protéger cette église, sont encore un petit peu plus, ont été construits tout à fait, enfin juste après l'église au XVIe siècle.
Et alors, si je vous montre cette église-là, eh bien, vous allez voir, voilà, cette photo-là, vous voyez que on a, comme ça, avec une photo un petit peu du dessus, eh bien, on a presque un rectangle, hein, ces murs forment quasiment un rectangle avec deux tours cylindriques seulement à deux angles. C'était fait pour protéger l'église des Ottomans. C'est ce qu'on appelle une protection, on appelle ça un tabor. Quant à l'église par elle-même, eh bien, vous voyez, il y a très très peu de fenêtres. On voit qu'une fenêtre là à l'image, mais il n'y en a que deux des fenêtres. Alors, pourquoi si peu de lumière? Pourquoi si peu d'ouverture? Il y a une troisième fenêtre qui a été construite un peu par la suite. C'était pour protéger l'église des conditions climatiques. On protégeait comme cela l'été eh bien de la chaleur excessive qui pouvait entrer dans l'église avec seulement ces deux petites ouvertures. Et puis l'hiver, il y a également un vent qui est assez froid qu'on appelle la bora, qui descend des plateaux et qui pourrait glacer cette église. Donc voilà, très peu d'ouverture. À l'intérieur, il y a un trésor qui nous attend. Ce trésor, eh bien, il y a des fresques qui ont été découvertes seulement dans les années 50, au milieu du XXe siècle, découvertes sous d'épaisses couches de plâtre et de chaux, et on les a restaurées, ces fresques. Alors, c'est ce qu'on appelle une Bibli Pauperum, c'est-à-dire la Bible du pauvre, avec là tout un thème très, très varié. Il y a les apôtres, la Sainte Trinité, il y a le roi mage, il y a le couronnement de la Vierge, la Genèse, Abel et Caïn, la Passion du Christ, et il y a également quelque chose qui est assez rare, c'est la danse macabre. Alors, ce sujet, je vais vous faire apparaître voilà, à l'image. Cette danse macabre, un sujet moins répandu, avec son message, le message de cette danse macabre, eh bien, c'est l'égalité de tous les hommes face à la mort, quelle que soit la condition sociale. Donc, c'est à la fois rare et puis c'est une très très belle facture, cette danse macabre. Donc, ça fait partie d'un des trésors, ces fresques du XVe siècle, ça fait partie des trésors médiévaux de la Slovénie qu'on découvrira donc pendant notre voyage. Alors voilà, enfin donc au sud de cette petite côte slovène, on va rejoindre donc ce petite ville, gros village de Piran, puisque bon, il y a même 20 000 habitants, surtout l'été. C'est en tout cas la plus belle ville sans doute de ce littoral. Alors, Piran n'est pas Venise, mais la cité des Doges a quand même beaucoup teinté cette petite ville. Elle a laissé ses empreintes dans l'architecture gothique. La Croatie est toute proche, l'Italie n'est pas loin non plus, et il y a ici bien deux langues officielles. On parle le slovène, bien sûr, mais on parle également l'italien. Le nom de Piran, alors ça vient sans doute d'une origine grecque. Pyr, c'est le feu. Pourquoi? Parce qu'au bout de la presqu'île, on avait pris l'habitude bien, de faire du feu pour justement guider les bateaux qui allaient comme cela vers la colonie grecque. La plus proche est en fait la colonie, le site actuel de Koper. Au début du Xe siècle, Piran va signer un traité commercial avec Venise. Voilà, je vous parlais de l'influence vénitienne. Eh bien, ce traité commercial va lui assurer une protection. Et puis, ça va surtout être le moment faste économiquement pour cette ville. Elle est très loyale envers Venise. Elle a comme cela des faveurs, elle a des privilèges. On va construire de très beaux édifices qui ont été conservés. Il y a des marais salants, pardon, avec du sel dans la région. Et la Sérénissime est toujours à acheter ce sel. C'est un des principaux clients de Piran, du sel de Piran. Voilà, donc la ville grandit, elle va se doter d'une vingtaine d'églises, tout a été conservé, mais voilà, on va découvrir bien, ce petit trésor donc, de cette côte slovène. Et après notre pause déjeuner, bien, on reprendra la direction vers le nord, on ira à l'est de la ville de Trieste, et on va rejoindre comme cela bien, quelque chose de très très connu en Slovénie, ce sont les haras de Lipica ou Lipizza, si on le dit en italien. Et évidemment, vous savez que ce sont bien les haras des fameux lipisans, puisque c'est là que depuis 4 siècles, on élève ces chevaux, ces fameux lipisans, qui ont fait la gloire de l'école d'équitation espagnole de Vienne. L'histoire des haras débute au XVIe siècle parce qu'il faut bien fournir des chevaux d'équitation, d'attelage aux écuries de la cour de l'archiduc d'Autriche Charles. Les lipisans, eh bien, vous voyez ici à l'image, se signalent par leur robe. Alors on dit qu'une robe baie
ou noire à la naissance. Et cette robe, eh bien, elle va s'éclaircir au fil du temps. Et vers l'âge de 6, entre 6 et 10 ans, elle va devenir, alors vraiment la couleur que vous voyez ici à l'image, c'est pas blanc, c'est plutôt gris. Pour la bonne et simple raison, c'est que la peau de ces lipisans, en fait, est une peau noire, pas une peau claire, mais une peau noire. Donc, voilà, cette robe, elle est quand même influencée, la couleur, par la couleur de leur peau. Et ces chevaux, eh bien, ce sont en fait différents croisements qu'on a obtenus. Alors, si on cherche vraiment dans leur patrimoine génétique, historique, on va retrouver bien sûr des chevaux arabes qui ont sans doute été amenés au Portugal, en péninsule ibérique, vers le 8e siècle, qui ont été justement croisés avec des chevaux portugais. Ces chevaux lusitaniens, eh bien, par la suite, ont été à nouveau mélangés avec des chevaux andalous. Arrivés ici, on les mélange avec des chevaux du Cras, qui est donc cette région, des chevaux dont on sait qu'on les exportait déjà pour les courses de chars de la Rome antique. Voilà, ces différents croisements ont donné, en fin de compte, un cheval à la fois robuste, à la fois agile, avec une morphologie, ma foi, assez compacte. Ce sont des chevaux très musclés et ils sont tout à fait adaptés aux exercices acrobatiques. Ils ne sont pas du tout faits pour la course, ce n'est pas des chevaux de course, ce n'est pas des chevaux de vitesse. Et cette race super, elle a failli disparaître. Elle a failli disparaître au cours de la Seconde Guerre mondiale, en particulier au moment où sont arrivées les troupes soviétiques en République tchèque. Alors pourquoi en République tchèque? Parce que les nazis avaient au cours de la guerre déplacé des centaines de ces lipisans et on a craint à un moment donné que ces chevaux ne finissent par alimenter la troupe en viande fraîche. Alors, les Américains ont été informés à ce moment-là par les Allemands. Et c'est le général Patton qui va dépêcher une patrouille au-delà des lignes soviétiques et libérer le Haras en terre tchèque, encore gagné par les Allemands. On a sauvé à ce moment-là quelques 250 chevaux. Ça a permis de faire de sauver cette race qui, comme cela, perdure jusqu'à nos jours. Alors, pendant qu'on sera dans ces haras de Lipizzan, à Lipizza, eh bien, on visitera le haras, bien sûr, on profitera d'une démonstration équestre avant de terminer la journée et de rejoindre notre hôtel à Bled. Pour la 3e journée en Slovénie, on va comme cela profiter justement. Alors voilà, j'avais oublié d'appuyer. Voilà, ici, une démonstration, le haras et la démonstration équestre, justement, qu'on pourra voir comme cela à Lipizza. Alors, pour notre 3e journée en Slovénie, on va profiter, justement, puisqu'on est à Bled, on va rester à Bled et dans cette région. Et après le petit déjeuner, eh bien, on va consacrer notre matinée à Bled, qui, si vous me permettez cette facilité, n'en est pas un. Cette petite ville est même l'un des fleurons du tourisme slovène. On la surnomme parfois la perle des Alpes. Et il faut bien reconnaître que c'est un peu la carte postale du pays. Au premier plan, eh bien, vous avez un lac, une petite île avec son église, le château alors, qui est en arrière-plan, je vous ai mis un petit peu en décalé sur l'image à gauche, un château qui surplombe le lac, avec en arrière-plan, eh bien, on a les Alpes juliennes. Alors, c'est une gravure, une carte postale, c'est parfait pour les photographies. Et même si on a parfois du mal à rendre justice à ce très, très beau spectacle. Dans l'histoire locale, on pourra se rappeler que ces terres, ainsi que le château, ont été pendant des siècles la propriété des évêques de Brixen, avant de tomber dans l'escarcelle des Habsbourg. Bled fut aussi apprécié pour ses sources thermales. Alors ça a été mis en valeur seulement au XIXe siècle, en particulier par un médecin suisse qui était à la fois thérapeute et puis, on va dire, entrepreneur. Bled devient à ce moment-là un lieu mondain, de plus en plus au XXe siècle, très apprécié en particulier par la famille royale yougoslave. Et par la suite, le dirigeant Tito va aussi en faire sa résidence d'été. Alors, bien sûr, on fera comme les Romains à Rome, c'est-à-dire qu'on va aller se promener sur le lac, un lac qui aurait pu disparaître, drôle d'idée, puisque on a au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, une sorte de le gérant, celui qui s'occupe du château, il s'appelle Ignac Novak. Et Ignac Novak, il a une drôle d'idée. Il a pensé à un moment donné faire assécher le lac pour étendre les terres cultivables, il voulait augmenter ses revenus, et puis récupérer également l'argile du fond du lac
pour alimenter des briqueteries. Voilà, ils voulaient exploiter un petit peu davantage cette région. Alors, Dieu merci, cette proposition n'a pas abouti. Et donc, c'est en barque qu'on ira rejoindre l'îlot de Bled, dominé par une petite église baroque qui s'appelle l'église Sainte-Marie de l'Assomption, qui est visitée depuis des siècles par les pèlerins. En arrière-plan, alors on distingue le château, je vais le remettre ici, voilà, la petite église baroque d'abord. Et puis, on a justement en arrière-plan, à nouveau ici, voilà, le château qui est comme ça sur une sorte de falaise abrupte, à peu près à 130 mètres au-dessus du lac. Alors, je suis persuadé, de toute façon, à chaque fois qu'on se promène dans un pays, qu'il est, on va dire, très agréable de découvrir, bien sûr, les différents aspects culturels. Et parmi ces aspects culturels, il y a toujours aussi l'aspect gastronomique. Et on prendra le temps de déguster une spécialité locale, une pâtisserie qui a été créée, bon, il n'y a pas si longtemps que cela, au milieu du siècle dernier, la crème Nishta, qui est une... Alors, vous voyez ici, c'est un carré, on découpe en carré en général, un carré de pâte feuilletée, dans lequel on va retrouver eh bien, sur 2 étages d'abord une crème, on appelle ça une crème chibouze, donc c'est une crème pâtissière avec de la meringue française, c'est parfumé à la vanille et au rhum, et puis ça doit occuper les 2 tiers du gâteau, et le dernier tiers, c'est une légère crème fouettée avec un petit café, ça sera splendide, j'en suis certain, ça sera inoubliable. Et ça, voilà, c'est l'aspect gastronomique. On va poursuivre cette journée en gagnant un petit peu plus, on va aller vers l'est, vers la ville de Radovljica. Elle est jugée, cette petite ville, sur un promontoire au pied duquel se crée une confluence, la rencontre de 2 rivières. C'est la Sava Bonica et la Sava Dolinka. Et ces 2 savas vont former plus qu'une, et on appelle la Sava. Cette Sava qui va couler en direction qui va traverser la Slovénie, couler vers la Croatie, qui va même servir d'ailleurs de frontière au nord de la Bosnie-Herzégovine, justement avant de rejoindre le Danube. Radovljica va devenir prospère au XVe siècle. La ville a conservé ses maisons bourgeoises, grosse maison assez cossue. Dans une de ces maisons, sa maison Chivec, eh bien, se trouve le musée de l'apiculture et du pain d'épices. Et c'est un musée assez unique en Slovénie. On apprend, par exemple, qu'il y a là une abeille, l'abeille slovène, la petite grise de la carniolaise, on appelle aussi, qui a été un petit peu forcée à l'émigration, puisque un commerçant d'abeilles l'a vendu un petit peu aux 4 coins du monde. Il faut dire que c'est une abeille assez résistante, elle a des qualités, elle n'est pas très agressive, elle est résistante aux maladies, elle est capable d'adapter également la taille de sa population selon les quantités de nectar, donc c'est un petit peu, on va dire, l'ouvrière idéale pour fabriquer pour les apiculteurs. Et on visitera un petit peu voilà, la culture, cette particularité donc, de ce musée de l'apiculture à Radovljica. Et puis, voilà ce que je veux dire sur ce musée. Et on continuera, on terminera notre journée en rejoignant la région de Boni, qui se retrouve, alors c'est un petit peu plus à l'ouest. Cette fois-ci, on aura pris un peu d'altitude. On est au pied d'un lac, un lac glaciaire. On est dominé par le mont Triglav en particulier, qui est le mont à 3 têtes, qui est le symbole de la Slovénie. Alors on va dire que c'est une région un peu plus austère, un peu plus fraîche que celle de Bled. La Slovénie gagne dans cette région ses surnoms de pays vert, avec ses forêts, avec l'eau bleutée de son lac, avec ses cimes qui nous entourent. Et dans ce cadre bucolique, on visitera un musée, c'est le musée des bergers. Et puis, comme c'est un petit peu le thème de la journée, on va continuer sur l'aspect gastronomique, puisqu'on profitera de produits locaux, en particulier de fromage, le fromage à genoux qu'on goûtera, avant de rejoindre pour la dernière soirée notre hôtel, comme cela, à Bled. Et voilà, à nouveau, donc, un petit peu une nouvelle carte de la Slovénie. Pour cette dernière journée, la 4e journée, on va consacrer notre temps pour découvrir un petit peu la région karstique. On ira voir comme cela le château de Prediama, et puis qui est juste à côté d'un petit village, qui est le village de Possonia, qui est assez connu également pour ses grottes. Alors le château, je vais vous faire apparaître tout de suite à l'image. Le voilà, ce château assez spectaculaire. Vous voyez qu'il est accroché à la montagne. On a en fait profité d'une cavité
dans la falaise calcaire. Et on a comme cela, eh bien, ce château, alors il a, on l'appelle aussi une appellation allemande, on l'appelle le château de Hohenburg-Lueg, Lueg étant le nom de la famille noble qui va à un moment donné être propriétaire du château. Il est surtout connu pour avoir abrité une sorte de chevalier brigand, un certain Erasme Luger, alors ça c'est la version un petit peu francisée, en slovène on dit Erasem Przemyski, en révolte contre l'Empire, contre l'empereur d'Autriche, bataillant aux côtés du roi hongrois Matthias Corvin Ier. Et puis, lorsque la bataille tourne mal, eh bien, il va prendre la fuite, il trouve refuge justement dans ce château et il va, comme cela, rester un an assiégé dans ce château, profitant, et ça les assiégeants ne le savent pas, profitant des grottes, des galeries qui lui permettent d'aller se ravitailler. Et finalement, le pauvre est assassiné. Sans doute, il y a eu trahison. Il est assassiné par un tir des assaillants et dans le seul endroit où les tirs pouvaient justement avoir une chance de l'atteindre, c'est-à-dire les latrines du château. Un boulet bien ajusté cause malheureusement sa perte. En 1918, quand naît l'État des Croates, des Serbes et des Slovènes, bien, le château appartient à la province de Trieste, donc ça veut dire que c'est évidemment un morceau du territoire italien, et ce n'est qu'en 1947 qu'il rejoint la République de Slovénie au sein de la Yougoslavie socialiste. Ce château a bien changé depuis, on va dire, sa première période. Il a été reconstruit en particulier au XVIe siècle. Et on va dire que chaque période a ajouté un petit peu une aile. Il y a une aile romane, une aile gothique et également une aile renaissance pour ce château. Alors, on terminera cette découverte. Voilà, ici la dernière photo de ce château que je voulais vous montrer. Et on découvrira, eh bien, dernier aspect de la Slovénie en visitant les entrailles de ce territoire. C'est l'un des sites les plus visités du pays. C'est un petit peu l'équivalent de la Tour Eiffel pour Paris et pour la France. Donc, c'est grotte de Postojna. Vous voyez ici à l'image le spectacle est, ma foi, tout à fait extraordinaire, que de voir ces colonnes, ces sculptures de calcaire, que l'on doit, vous le savez bien sûr, au ruissellement des eaux. Alors, une rivière, c'est la rivière Pivka, qui a construit pendant des millions d'années ce magnifique décor. Depuis le 19e siècle, la visite se fait en partie, vous voyez ici, les galeries qui ont été construites, mais également ça se fait avec un petit train. Donc, ça se fait vraiment sans aucune difficulté. Entrant dans les immenses salles, on va admirer comme cela les stalactites, on va admirer les stalagmites également millénaires. Et puis, on pourra également apercevoir eh bien, l'un des habitants de ces grottes qu'on appelle le protéanguilla. C'est entre l'anguille et la salamandre qui vit dans les eaux souterraines du karst. Un animal qui semble rester un petit peu à l'état embryonnaire, à la fois doté de poumons et de branchies externes. On voit ici un petit peu à l'image avec ces protubérances rouges. Il a également des pattes à l'avant antérieure et postérieure. Donc, c'est un drôle, étonnant animal. Vraiment l'impression qu'il est, je vous disais, à l'état embryonnaire. Il peut vivre, bien sûr, il vit dans l'eau, mais il peut sortir de cet élément liquide, pas très longtemps. Mais c'est un animal assez fascinant, en tout cas qui ne laisse pas indifférent. Alors, à la suite de notre pause déjeuner, eh bien, on rejoindra l'aéroport d'Ljubljana pour rejoindre Paris et bien sûr nos pénates. C'est la fin du voyage. Alors, je vais vous remercier de votre attention. Je vais vous donner rendez-vous, bien sûr, le 11 octobre pour partir à la découverte pour cette échappée culturelle en Slovénie, un petit peu plus près de nous dans 2 semaines. Alors, cette fois-ci, ça sera eh bien, le tour de Magali. Magali le Denture Radef, excuse-moi Magali, qui vous présentera le jeudi 20 mai en compagnie de Monsieur Christian Furia, qui vous présentera cette autre échappée culturelle à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Et puis moi, je vous retrouverai dans presque un mois, au début du mois de juin, pour vous parler alors d'un tout autre sujet, dans le cadre de notre croisière musicale en Franconie qui aura lieu du 1er au 9 octobre, eh bien, je vous parlerai d'un génie du XXe siècle, aux origines à la fois grecques et slovènes. Il s'agit de l'énigmatique Herbert von Karajan. Merci pour votre attention. Dans un petit instant, eh bien, je vais pouvoir, si vous le souhaitez, vous redonner la parole. Merci à tous.